Donc, est-ce que c'est efficace? Bon, déjà, il faut expliquer la logique qu'il y a derrière tout ça. Ça rentre dans certains modèles psychologiques, tels que le modèle psychodynamique ou le modèle de l'enfant, du développement de l'enfant. Et ça rentre aussi dans ce qu'on appelle le Adaptive Information Processing Model, qui est en fait la capacité de changer le schéma mental de quelqu'un par une logique phénoménologique, c'est-à-dire comment est-ce qu'il vit les choses. Donc, ajouté à cela, il y a trois hypothèses principales, d'accord? Trois hypothèses physiologiques de qu'est-ce qui se passe. La première hypothèse, c'est l'augmentation de la connexion inter-hémisphère. Donc, on va faire le cerveau qu'on va représenter, donc c'est dans une coupe frontale, hein, il faut l'imaginer dans une coupe frontale, avec, donc vous voyez, il y a l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche, et ils communiquent entre eux via différentes choses, notamment des noyaux de la base, mais pas que. Il y a des tractus interhémisphères. Et cette idée donc de se concentrer à droite puis se concentrer à gauche, ça vient augmenter cette interconnexion. Voilà, donc certaines études ont montré que ce n'était pas forcément vrai, donc c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est quoi? C'est similaire à un processus qu'on observe, qui est en fait le mouvement des yeux la nuit. Donc on va juste imager quelqu'un qui dort comme ça là, hop, il dort, et ses yeux en fait ils vont faire des mouvements un peu archaïques, vous savez, tac, ils vont faire des mouvements un peu archaïques qui vont être appelés en fait des REM, des Rapid Eye Movements. En fait, ces mouvements ils sont impliqués, on suppose, dans le nettoyage du cerveau la nuit, et le fait de reproduire ce schéma-là, ça va reproduire également enfin, ça va permettre de refaire un processing de l'information et donc de travailler l'information mémorisée. La troisième hypothèse, c'est en fait le fait de la double tâche, le fait de faire deux choses en même temps. Donc, par exemple, de s'occuper d'écrire plus de regarder un endroit. En fait, la double tâche, elle permet de dire que la personne va être moins focus sur chaque activité individuellement et donc va réduire l'effet traumatique de l'activité. Donc, par exemple, si quelqu'un se remémore un trauma, par exemple un viol, il va pouvoir se le remémorer sans être autant impliqué, ce qui va lui permettre pas de l'accepter, mais de ne pas être retraumatisé, si vous voulez. Donc, qu'est-ce qu'on regarde dans la lecture scientifique? On va comparer en fait, on va comparer cette thérapie, donc le MDR, avec... Donc il y a plusieurs manières de tester le MDR, mais on peut la comparer avec donc du coup la Cognitive Therapy, j'ai oublié comment on appelle ça exactement, la CBT, donc ça c'est l'élément principal. Donc on assigne des patients à l'une des deux thérapies, voilà, on peut les comparer à eux-mêmes en faisant des crossovers. Bon, il y a énormément de... Ça, c'est des méthodologies, hein. C'est des méthodologies différentes, il en existe plein. Donc, je ne vais pas beaucoup parler de ça, mais voilà. Qu'est-ce que ça va donner, en fait? Eh ben, ça va nous donner une réduction théorique, hein, des symptômes et des signes. Et il nous reste juste à comparer les différents signes et symptômes. Qu'est-ce qu'on compare, nous? Ben, ça va être principalement la dépression. On a la dépression, il y a la détresse, la paranoïa, la fatigue, voilà, la douleur aussi, dans une moindre mesure. Ça, c'est une liste qui est non exhaustive et les poids des différentes mesures, enfin des différents paramètres, n'est pas évidemment égal. C'est important à se rappeler. Il y a deux points qui ont été démontrés. Ça va être que la qualité de la thérapie, donc la qualité de la réduction des symptômes et des signes, dépend de la durée de la session. D'accord, il faut qu'elle soit supérieure à 60 minutes pour avoir de meilleurs résultats. Et
de l'expérience du thérapeute. Donc ça va nous donner des différences significatives, d'accord, de réduction de symptômes et de signes. C'est important. Il y en a qui l'ont rajouté à d'autres thérapies, c'est aussi un moyen d'ailleurs de comparer, c'est de rajouter à la thérapie classique le MDR. Donc par exemple, ça nous ferait CBT plus EMDR pour voir si l'ajout de cette thérapie est utile. Donc pas forcément en remplacement. Et la question qui nous reste à aborder, c'est tout simplement, est-ce que, vu que donc, on a observé des différences significatives, est-ce que c'est scientifiquement correct? Eh bien, c'est jamais tout à fait scientifiquement correct, ça il faut comprendre, surtout en santé, on ne sait jamais vraiment si ce qu'on observe est qualitatif ou pas. Donc en fait, si la science voulait obtenir de meilleurs résultats, il faudrait augmenter la taille de l'échantillon, il faudrait une meilleure représentativité. Donc en fait, il faut inclure tout type de points. D'accord, si on faisait une clusterisation, il faudrait inclure le plus grand nombre de points possible pour avoir une bonne représentation. Donc des enfants, des vieux, etc. pour éviter les biais, tout simplement. Il faudrait la tester sur les enfants parce que elle a été principalement testée sur les adultes. Bon, en fait, ça revient aussi à cette idée de clusterisation, mais c'est pas très grave. Les effets sur le long terme, donc 6 mois et plus, et une standardisation des protocoles, car en fait le MDR, ça fait partie des nouvelles méthodologies, donc qui est très libre à l'interprétation, qui est peu guidé, et dont les protocoles sont différents, ce qui donne des résultats différents, et donc difficilement comparables au niveau des méta-analyses. Maintenant, je vais vous parler, moi, de ce que j'en pense de tout ça. Je pense que c'est très intéressant pour la science de développer de nouvelles méthodes diagnostiques. Parce qu'effectivement, ça nous permet de comprendre des phénomènes qui sont sous-jacents, notamment au niveau du cerveau, de la mémorisation, des souvenirs dysfonctionnels. Et ça a l'air de marcher en plus scientifiquement, ce qui veut dire qu'il y a réellement des explications sous-jacentes importantes, mais ça pourrait très bien être l'effet placebo, ça pourrait être le fait du cerveau limbique, etc. Il y a énormément de possibilités, et donc il faut s'en servir pour les comprendre. Le problème, c'est que lorsqu'il y a une nouvelle méthode, certaines personnes se jettent corps et âme dans la méthode et arrêtent de réfléchir dans une sorte de modèle global des choses. Or, notre corps, il est compréhensible et il réagit non pas seulement à une méthode, mais il réagit à ce qu'il fait réagir. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut travailler, c'est qu'est-ce qui fait réagir notre corps, le modèle global. Donc oui, c'est intéressant ce genre de méthode, mais moi je pense qu'il faut se méfier du développement des méthodes spécifiques. Il faut les inclure dans des modèles globaux. Donc moi je pense que le MDR c'est très intéressant et on peut s'en servir dans plein de domaines différents, d'accord, parce que l'émotion, la sensation, la douleur, c'est des choses qui arrivent tout le temps. Si je vous prends l'exemple de la kinésithérapie, vous pouvez avoir un patient qui a perdu son pied et qui a réappris à marcher, il se sent triste à un certain moment, et peut-être que le MDR, ça pourrait être super pratique à ce moment-là. Mais pas forcément le MDR, mais incorporer des éléments qui expliquent et qui justifient le MDR. Et moi, c'est ça que je pense qui est le plus intéressant. C'est pour ça qu'il faut essayer de comprendre les mécanismes sous-jacents et non pas seulement prouver l'efficacité de la méthode. Donc je vais finir là-dessus. Merci à tous pour m'avoir écouté et excellente journée.